bonsoir les gars, bonsoir Fatia, bonsoir Oui, Moussa. bonsoir. Allez, comment se passe une élection à la tête d'une fédération de football? Parce qu'on entend dire, ce sont les membres statutaires qui votent, ce n'est pas la population qui vote. La population n'a pas à se mêler, mais on fait campagne pour la population. Donc on cherche à avoir du crédit de la population. Donc expliquez aux téléspectateurs qui nous regardent comment se passe une élection à la tête d'une fédération de football. Alors, merci pour la question. De tradition, ce sont les membres statutaires eux-mêmes, individuellement pris, qui se portaient candidats pour briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. Cette fois, on a procédé à des réformes iconoclastes pour sortir un peu du classique et procéder par le vote par liste, ce qui fait que chaque tête de liste est remorquée par, disons, par 12 autres personnes, y compris la tête de liste elle-même, ce qui fait 13 personnes pour le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, ce qui est inédit, c'est une première dans le football guinéen. Maintenant, on ne vote plus pour un candidat, on vote pour une tête de liste. D'accord. Un peu comme à l'Assemblée. Exactement. Si un membre de cette liste elle est récusé pour X et Y raisons ou pour, disons, pour des sanctions de la CAF ou de la FIFA, exactement, juste poursuite judiciaire, c'est toute la liste qui est de facto exactement recusée. Même si le président a un blanc-seing. Exactement, même s'il est blanc-seing. Donc on évalue, on examine tous les dossiers de candidature de tous les membres dont les noms figurent sur la liste de candidature. C'est une première, c'est une façon de dépersonnaliser le football guinéen, de dépersonnaliser également l'élection à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Quand on sait que dans un passé récent, les élections pour la FEGIFOOT suscitaient beaucoup d'engouement, ça déchaînait beaucoup de passion. Les observateurs les plus avertis aux supporters les plus insensés, tout le monde se mêlait, même les artistes n'étaient pas à reste de cette campagne-là. On a pensé qu'il faut dépersonnaliser la gestion du football guinéen. D'accord. Question ? Alors, cette réforme au niveau de cette élection par liste, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, est-ce que c'est le CONOR qui a décidé comme ça en partant du constat que souvent, il y a des gens qui arrivent au niveau du bureau exécutif national de la FEGIFOOT, au niveau du bureau exécutif de la FEGIFOOT et qui ne s'entendent pas du tout, ou bien c'est la FIFA qui a imposé cela pour permettre à des gens de s'entendre sur un projet, de se retrouver sur une liste? Voilà, c'est des réformes de la FIFA pour permettre aux acteurs de football de se comprendre mieux, surtout le bureau exécutif qui sera élu peut-être sur le 25 si la date reste respectée. Maintenant, je vais ajouter une partie sur ce que vient d'avancer tout à l'heure Paul Fatia, c'est-à-dire des réformes. Vous allez comprendre que cette fois, ils ont commencé à la base pour le sommet, c'est-à-dire des districts à l'intérieur du pays sont revenus au niveau des régions. Après les régions, on revient pour le congrès des têtes de liste. Donc au niveau des têtes de liste, tout à l'heure, il a évoqué quelques soucis. Peut-être s'il se trouve qu'un candidat est peut-être ou bien plongé dans une histoire de malversation financière, mais au niveau du football, pas politique, parce qu'il y a une confusion à ce niveau. Il y a, tout dernièrement, les gens ont voulu soulever un problème sur Général Mathurin Bangoura qui date de 2009, concernant un petit souci avec l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec le football. Peut-être que s'il y a problème, c'est au niveau du football. Par exemple, 2 personnes en Guinée, Mamadou Antonio Soare, si vous le prenez, c'est lui qui était le président du bureau sortant. Il y avait des démêlés de justice sur lui, mais finalement, il a été blanchi. Et puis, le cas aussi de Mampao, le vice-président de la fédération, je veux parler de Amadou Diaby, également, du côté du casque aussi, qui a été blanchi. Il y a un moment donné, Super V aussi. Donc, voilà, Super V. En tout cas, c'est comme ça. Si peut-être la commission de recours essaye de revoir tous ces dossiers et qu'on trouve que c'est bien pour on va revenir à tous ces voilà. Ne sautons pas les pas, restons dans le... allons pas à pas. Alors moi, je voudrais savoir, parmi les 4 candidats qui sont en liste pour le congrès de ce samedi, en tant que journaliste sportif, quelle analyse faites-vous des 4 candidats? Et c'est quoi l'état d'esprit dans les QG au niveau des... Vous avez fait le tour, vous les connaissez un peu aujourd'hui. Est-ce qu'ils font tous l'unanimité au sein de la masse? Est-ce que...
Non, ils ne font pas tous l'unanimité. C'est vrai que c'est des candidats, ce sont nos collaborateurs directs, ce sont des acteurs du football, toute proportion gardée. Les uns sont là plus anciens que d'autres. Je veux parler de Bouba Sampi, je veux parler de Almami, par exemple, qui est le plus vieux des jeunes candidats, qui est le plus, d'ailleurs, disons, le plus ancien des 4 candidats, qui revendique 18 ans d'expérience dans le football, dont 16 ans dans le football professionnel, et qui revendique également de réels accomplissements avec ses clubs, notamment le Satellite FC et l'Académie SOR, qui sont devenus de véritables incubateurs de talents, de bassins de recrutement dans lesquels on vient puiser avec beaucoup de gourmandise. 16 ans où? Dans le monde professionnel? Mais je veux juste... Non, je veux professionnel. En Guinée, je veux parler en Guinée. Développe. Professionnel donc, guinéen, vous avez Almami, il a eu quand même à produire beaucoup de joueurs, à propulser beaucoup de joueurs. Je veux parler de François Kamano, je veux parler de Brahma Sori Conté. C'est une shortlist de bien de joueurs qui ont aujourd'hui alimenté les différentes catégories du Syli national de Guinée. Après, vous avez les autres candidats également. Le général Mathurin Bangoura, par exemple, qui a fait des réformes avec l'ancien bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Lui également, il revendique une belle carte de visite parce que le championnat se joue à temps, le championnat finissait à temps, les clubs étaient suffisamment dopés en termes de subventions. En aucun moment, on a observé une quelconque rupture, une quelconque réclamation des clubs pour une quelconque raison. La cérémonie de remise de trophées se tenait également à l'issue de chaque marathon sportif, de chaque exercice sportif. Les matchs se jouaient régulièrement. On a voulu, malgré toutes les contraintes financières, on a réussi quand même à conférer au championnat guinéen son caractère, sa dimension nationale, avec l'entreprise Salam qui est venue et qui a associé son image au championnat. Ce sont des acteurs du football aujourd'hui qui ont quand même un bon projet à vendre à l'opinion. C'est important également de savoir que nous avons besoin d'une fédération qui puisse générer de nouvelles recettes, absorber de nouvelles recettes et s'abstraire des traditionnelles subventions que nous donnent la CAF et la FIFA, des subventions qui font que, aux yeux de la CAF et de la FIFA, nous ne sommes pas des partenaires, mais nous considèrent plutôt comme des éternels assistés. Alors, en même temps, dernièrement, on a observé quelques petits échanges assez houleux entre le CONOR et le ministère des Sports. Alors, d'aucuns prêteraient au CONOR de vouloir s'éterniser. Alors, est-ce le cas ou pas, ou c'était juste des suppositions? Bon, peut-être que c'était une incompréhension entre les deux parties et que le ministre a estimé qu'il était un tout petit peu oublié par ses anciens collaborateurs à un moment donné, parce qu'ils étaient ensemble jusqu'ici. Il a été même accusé d'être vrai taupe derrière ce CONOR-là. À un moment donné, peut-être qu'il a compris que ce n'est plus possible que le CONOR joue le jeu pour rester encore longtemps. Parce qu'il se trouve que le gouvernement avait pris engagement vis-à-vis de la commission peut-être conjointe qui était arrivée en Guinée de la CAF et de la FIFA pour que le congrès puisse se tenir le 25. Donc, le 25, on ne pouvait pas jouer avec cette date. Donc, les manigances avaient débuté par endroit et certainement, le ministre s'est rendu compte qu'il fallait tout de suite alerter les autorités. Mais ça n'a été pas fait, ça a été fait d'une manière un tout petit peu que je qualifierais un peu exagérée de sa part. Véhément. Bon, peut-être comme ça, si vous me prêtez de l'expression. Donc, tout de suite, le CONOR a réagi. Sinon, d'habitude, il n'y avait pas d'altercation entre les deux parties. Tout se passait très bien. Aujourd'hui, on confirme que les élections se feront le 25. On peut confirmer le 25 avec, si la commission de recours valide les candidatures à temps. Entre-temps, la commission électorale a validé déjà. Elle, à son niveau, elle a déjà validé. Pour elle, les candidats sont éligibles. Oui, elle a validé, on attend... Le deuxième pan, c'est la commission de recours. Si elle valide, on va au 25. Voilà. Parce qu'il y a des petits bobos sur quelques candidats, donc je ne voudrais pas citer. Mais ils peuvent se reconnaître, ou peut-être ceux qui sont dans le football, ils peuvent comprendre. Il y en a qui ont beaucoup de plaintes derrière au niveau de la CAF et de la FIFA. Mais dites-nous, c'est une information. Je pense que la correspondance que le ministre a adressée au comité de normalisation, pour moi, ce n'était pas une incompréhension ou ce n'était pas un début de rupture de collaboration entre les deux. Pour moi, c'était une prise de responsabilité et une piqûre de rappel quant à la nécessité de respecter les engagements tripartites, c'est-à-dire FIFA, CONOR
et l'État par rapport à la date du 25 novembre qui vraisemblablement constitue la date de l'élection du COMEX. Alors, c'est vrai que les deux, c'était des collaborateurs à un certain moment. Il faut quand même préciser qu'une fédération, elle est sujette à l'État. Elle est sujette à l'État, mais c'est dans la complicité, c'est dans les affinités, c'est dans les familiarités que les deux entités deviennent des collaboratrices. D'accord. Alors, moi, je veux juste savoir, cette sortie, puisque vous dites que c'est une piqûre de rappel, est-ce que c'est au CONOR de confirmer ou de reporter les élections? Non, ce n'était pas lié à ça. Le CONOR avait effectué un déplacement en Côte d'Ivoire pour aller visiter l'hôtel du Sili. Et ça relève du pouvoir du CONOR. Parce que la CAF adresse un courrier directement au CONOR. Ouais. Mais de façon traditionnelle, d'habitude, quand de telles choses arrivent, toujours on contacte le ministère. Le ministère qui fait Au-delà de ça, il y a également au niveau des équipementiers. Figurez-vous que nous n'avons pas d'équipementier officiel. On achète les maillots. Les maillots que nous achetons, ce sont les anciennes répliques, ce sont les anciennes séries de Puma. Et lorsque vous surfez sur la liste des équipes nationales officiellement habillées par la marque Puma, la Guinée brille de par son absence. Le nouveau président va redresser tout ça. Moi, j'ai plutôt une autre question. On parle du CONOR qui va quitter, laisser la place à un président de cette fédération. Qu'est-ce qui change véritablement? Quel impact aura cette élection pour la République de Guinée? Est-ce que ça va renforcer les fonds, l'argent? Qu'à garder le voilà, parce que non, je veux dire que ce sont des hommes qui gèrent. Aujourd'hui, les Guinéens se demandent qu'est-ce qui va changer avec ces élections. Est-ce qu'on aura plus d'argent? Est-ce qu'on aura plus de crédibilité? Qu'est-ce qui va vraiment changer? Je te donne un exemple typique. Prenez l'exemple sur la transition du CNRD. Tu apprécies la transition dans un pays? Non. C'est pareil comme CONOR. C'est une transition. Quand vous êtes dans une transition, vous n'avez pas accès à certains... il y a certains qui apprécient la transition. Et qui ont envu que la transition... Non, il y a certains ceux qui profitent. Voilà, parce qu'hier, j'ai vu une cellule de communication... Mais je ne pense pas que si c'est bien pour c'est pas bien pour un pays d'avoir CONOR mis en place. Moi, je n'apprécie pas. Parce que quand on dit... comité de normalisation, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peut-être je vais reformuler sa question. Qu'est-ce qui va changer? Parce que c'est les mêmes visages qui reviennent. Ça va changer beaucoup de choses. Allez Moussa, allez, permets. La légitimité au niveau de la D'accord, on a compris. En soi, c'est une anomalie réparée. Parce que le CONOR, en soi, c'est une anomalie dans un pays qui se veut sérieux. Alors, financièrement, le CONOR coûte excessivement cher à un État. L'aide financière que la FIFA, par exemple, doit accorder à un État, la FIFA défarque d'abord l'entretien du CONOR. Le reste de l'argent, on le reverse dans le développement du football. Vous prenez le CONOR, par exemple, au Mali, qui a été dirigé par une dame. En 10 mois de gestion, le CONOR a coûté 170 millions de francs CFA au football malien. Ça, c'est seulement pour l'entretien des 4 membres du CONOR. 170 millions. Maintenant, figurez-vous que si on avait un bureau exécutif légal, légitime, en place, les 170 millions-là, les 170 millions de francs CFA-là allaient servir au développement des compétitions domestiques. Parce que ce qui est grave, parce que ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous assistons à un appauvrissement des compétitions domestiques, ce qui provoque un réel désintérêt de ces compétitions. Maintenant, le plus important, c'est comment remettre ces compétitions en selle, et c'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'absorber de nouvelles ressources et de s'abstraire des traditionnelles subventions que nous avons dans la FIFA. Ajouter à cela. Vous prenez par exemple le CONOR, la proposition du CONOR par exemple. Le plus bas salaire par exemple, c'est 10 millions. 10 millions de quoi? 10 millions de francs guinéens. D'accord. Vous prenez par exemple la dame, la présidente, elle ne touche pas moins de 100 millions de francs guinéens par mois. D'accord. Voilà. Donc, tu as la réponse à ta question, Al. D'accord. Et le vice-président? C'est son salaire qui m'intéresse. Donc, moi, ce que je veux savoir... C'est le salaire du vice-président qui m'intéresse. Je veux savoir si seulement ce congrès se tenait ce samedi, est-ce que vous pensez, en tant que journaliste sportif, que la crise qui sévit dans le football guinéen, ça va être la fin? Non. Là, il faut qu'on trouve un rassembleur. Voilà, il faut qu'on trouve un homme de poigne. Ça sera son travail. Quelqu'un, un visionnaire, qui est capable de regrouper toute la famille sportive autour des objectifs, bien sûr, précis pour le développement de notre football. Il parle tout à l'heure là. On a suivi chacun a décliné son programme. Oui. Pour vous, journalistes, parce que vous n'êtes pas directeur de campagne, donc évitez de parler comme des porte-parole. Qui, selon vous, a le programme le plus... qui se rapproche de la réalité?
Ben moi, bizarrement, ce qui m'a étonné, c'est sur le plateau de la télévision nationale, les candidats qu'on a reçus, ils ont épluché pratiquement les mêmes axes. Les mêmes axes de leur programme. Maintenant, c'est pas par quelle magie, par quel enchantement que les mêmes axes se retrouvent dans un même programme, c'est pas. Mais ils ont tous, franchement, c'est comme du copier-coller, quoi. Exactement. Formation, justement, formation, amélioration de la gouvernance, développement des compétitions, entre autres. Mais qui vous a semblé le plus proche de la réalité et qui a copié son ami? Non, c'est facile. Quand ça vient de toi, ça sort. Quand tu as copié, tu bugs. Non, mais calmez-vous. Je rappelle, vous n'êtes pas porte-parole, ni directeur de campagne. On n'est ni électeur, ni éligible. Voilà, vous êtes journaliste. Vous avez le droit de dire la vérité à une corporation qui a besoin de sortir de l'ornière. Et des problèmes, sans parti pris, sans affinité avec quelconque président que ce soit ou vice-président que ce soit. Quel est le programme qui se rapproche des vraies réalités du football guinéen, selon vous, sur les 4 candidats? Regardez un tout petit peu tout à l'heure, là. Les programmes sont pratiquement identiques. Quel est le candidat? Le candidat, si nous prenons les candidats d'abord, pour dire ce que la réponse à votre réponse, il y a des candidats qui n'ont jamais été aux affaires. C'est des vrais politiciens. Il y a des candidats qui n'ont jamais été aux affaires. Quel est le candidat dont le programme se rapproche des réalités du football guinéen? Selon toi? Tous les 4. Tous les 4. Voilà, allez. Parce que vous mangez chez tous les 4. Pas que ça, Al. Non, je rigole. Dernière question, s'il y a un message aujourd'hui à adresser à ces membres qui, on vous avait dit qu'ils ont les mêmes projets aujourd'hui, ça veut dire qu'une synergie est possible. S'il y a un message phare à adresser à ces décideurs pour le foot guinéen, quel serait le message? D'accord. Ben, le message, c'est aux 4 candidats pour une synergie. Là, il n'y a pas, une synergie n'est plus possible parce que dès lors qu'on a déposé, exactement, on a déposé les dossiers de candidature, on a statué, l'émulation elle est ouverte. Non, au cas où l'un serait président et qu'ils aient les mêmes projets, une collaboration possible. Justement, c'est possible de collaborer ensemble. D'ailleurs, la possibilité d'une liste commune avait été émise à la suite de la rencontre entre le président Bouba Sampil et le président Antonio Soare. Mais vous savez, ce sont des adultes aux fortes personnalités, aux forts caractères. Mais la liste de Albami est beaucoup critiquée parce qu'on dit qu'il y a des femmes là-bas qui ne connaissent rien au football et qui sont dans sa liste. Non, il y a eu des petits soucis même au niveau de la liste de Bouba Sampil. Mais la dire que c'est juste un meublage et puis après on va les former. La CAF a engagé des réformes. Aujourd'hui, même moi, je peux me retrouver dans le football et apprendre. Apprendre, oui. D'accord. C'est ça. Oui, la dame, je devrais. Tu devrais apprendre. Absolument. Après l'émission, je déciderai d'aller chez un des candidats, mais je vous dis ça. Voilà. Par exemple, responsable département développement et puis relations avec oui, de toute façon, moi, mon candidat, excusez-moi beaucoup, c'est Mathurin Bangoura. C'est l'ancien international. AKB. Aïchou, ton candidat? Boba Sampil. Mathurin, forte personnalité. C'est qui Bouba Sampil? Je pense que Mathurin va gagner. À cause du G47, il va gagner. Non, c'est Bouba qui est. C'est la fin de l'émission. Il va gagner, mais je suis quand même pour. Voilà, allez. De toute façon, je l'ai dit, vous pouvez prendre et mettre ça sur TikTok. Mon candidat s'appelle Mathurin Bangoura.